Je voulais peut-être revenir sur cette notion de respiration et d'accompagnement de la Oui, respiration dans chaque geste que l'on fait en termes de yoga. Euh, Personnellement, la respiration, en fait, c'est ce qui m'aide à aller un peu plus loin dans ma pratique, oui, oui, même oui, si mon corps ne permet pas d'aller aussi loin que d'autres dans certaines postures, via le souffle, via le calme que je peux récupérer, même à l'endroit où je suis. C'est ma manière, en fait, à moi d'intégrer la posture et de profiter de la posture au moment T, même si je ne sais pas aller là où d'autres arrivent à aller. Et j'aime bien cette notion en fait de traduction aussi ce dont tu as parlé aujourd'hui, cette traduction de, de tous ces sutras vers la culture européenne, parce que ça me parle énormément. Quand je parle de ma pratique du yoga avec mon entourage, qui me connaissent d'avant, etc., ils disent, d'un point de vue purement commercial, ils disent, bah oui, en fait, on te dit que tu as le temps d'arriver là, parce que de toute façon, plus tu as du temps pour arriver là où tu dois, plus on fait les cours de yoga pour y arriver. Et c'est assez diamétralement opposé oui, avec la démarche qu'on est en train de faire oui, et le bien-être qu'on peut obtenir en oui, pratiquant. oui, Et on est comme ça parfois heurté à son passé et à cette notion de performance qui est directement liée à la culture européenne et à notre société voilà, surtout moi dans mon environnement professionnel, etc. On est confronté constamment à la performance, à l'efficacité, à l'efficience, etc. Et là, je viens avec une notion mais complètement opposée et parfois j'ai l'impression de parler russe oui, avec mon entourage et donc ça me parle énormément quand on me dit oui, on a essayé de traduire dans la culture européenne ce qu'on veut enseigner des sutras. C'est quelque chose il faut prendre du temps, surtout pour une personne comme moi, mais oui, ça me parle et ça peut toucher des parties vraiment intérieures que je ne pensais pas pouvoir atteindre jusqu'à ce jour. Donc je trouve ça vraiment intéressant de partager et d'expliquer via les sutras les ressentis qu'on cherche à avoir par la pratique du yoga. il n'y a pas cette notion de perdre du temps dans le yoga Oui. qu'il y a dans notre société. J'ai un texte que je peux vous lire qui m'a vraiment parlé. Attends. Débat stérile. Je vais vous le lire. Euh, c'est un texte de Hélène Mirren, c'est l'actrice, je ne sais pas si... Donc voilà, c'est un texte de Hélène Mirren, donc l'actrice qui est maintenant très âgée, n'a plus ridée, mais avec une forte personnalité, qui a joué dans un film avec les vétérans des années 80 là. Donc elle dit, avant d'entrer dans une dispute avec quelqu'un, alors on dit dispute, mais ça peut être débat ou discussion, demandez-vous, cette personne est-elle mentalement assez mûre pour comprendre ce qu'est une perspective différente? Ça me parle énormément ce texte. Car si ce n'est pas le cas, cela ne sert strictement à rien. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Parfois, peu importe à quel point vous exposez des idées avec clarté, l'autre ne vous écoute pas pour vous comprendre, simplement pour réagir. Son esprit est figé dans sa propre vision du monde, donc ça c'est Maya, hein, incapable ou refusant d'envisager un autre point de vue. Insister ne va faire que vous épuiser. Il existe une différence entre un échange constructif et un débat stérile. Une conversation avec quelqu'un d'ouvert d'esprit qui valorise la réflexion et l'apprentissage peut être enrichissante, même en cas de désaccord. Donc si tu es face à des personnes qui sont ouvertes mais qui ne sont pas dans le yoga, ça peut matcher, ça peut être vraiment un échange constructif. Mais tenter de raisonner avec quelqu'un qui refuse de voir au-delà de ses croyances, et là j'entends la croyance du temps et de l'argent, hein, donc il y a cette notion de se faire un maximum d'argent en te faisant traîner dans une démarche. Euh, c'est comme parler à un mur. Peu importe la logique ou la vérité que vous lui présentez, il détournera vos propos, les minimisera ou les rejettera. Non pas parce que vous avez tort, mais parce qu'il n'est pas prêt à envisager une autre réalité que la sienne. La maturité ne se mesure pas
à qui remporte une dispute, mais la capacité de reconnaître quand un débat n'a tout simplement pas lieu d'être. C'est comprendre que votre paix intérieure vaut bien plus que le besoin d'avoir raison face à quelqu'un qui a déjà décidé qu'il ne changera pas d'avis. Toutes les luttes ne méritent pas votre énergie, toutes les personnes ne méritent pas vos explications. Parfois, la plus grande preuve de sagesse, c'est de s'éloigner, non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous savez que certaines oreilles ne sont pas prêtes à entendre, et cela ne vous appartient pas. Voilà. Je trouve que c'est fort en résonance avec ce que tu expliques là. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut plus parler à personne, mais entrer dans des sujets comme le yoga, avec des gens qui peuvent pas les recevoir, c'est souvent stérile en fait. Tu veux intervenir? Oui, ben moi ça me parle très Ça te parle fort, très fort. Ouais. parce que j'ai eu le cas avec mon compagnon qui des fois me dit mais pourquoi enfin, genre, tu ne donnes pas tes opinions et tu ne défends pas tes opinions. Et ben, en fait c'est tout ce que tu viens de dire. Oui. On m'avait donné un exemple que j'avais trouvé très amusant, qui résume de façon comique tout ce que tu viens de dire. Vous entendez là, oui? C'était la même chose, c'était d'avoir une discussion avec quelqu'un, mais justement qui n'était pas prêt. C'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Il va renverser les pièces, chier sur le jeu et finir par te regarder fièrement comme si c'est lui qui avait gagné le débat. Bon, j'espère que vous avez entendu. Ouais. C'est bon. Oui, c'est pas mal. C'est très poétique, Catherine. C'est moins poétique, on va C'est dire. beaucoup Voilà. C'est très imagé. Mais c'est très imagé. Voilà, c'est vrai que ça ne sert à rien. Alors parfois, il peut y avoir cette demande des gens autour de vous de dire tiens, tu fais quelque chose, tu es différent d'avant. Mais commencer à entrer dans un débat avec quelqu'un qui n'a pas développé, alors je ne parle pas d'être bête, hein, tous les gens sont très intelligents, ils ont chacun leur intelligence, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas dans c'est le Dalai Lama, lui il disait, tu peux traiter un poisson de con, forcément si tu essaies de l'apprendre à grimper à une montagne, il n'y arrivera jamais. Un poisson rouge ne saurait pas grimper à une montagne. Ça ne sert à rien si la personne n'est pas ouverte dans ce champ-là. Après, moi je n'étais pas ouverte dans ce champ-là avant, et puis je suis tombée dedans au moment où j'étais prête. Je pense qu'on a un déclic, mais j'ai déjà eu des élèves en formation yoga chez qui les sutras c'est une souffrance, quoi, parce que justement les gens ne viennent pas dans le yoga avec la bonne démarche au départ. Mais c'est vrai que si tu cherches à convaincre quelqu'un qui est hyper intellectuel, branché, hyper cartésien et qui a sa manière de voir, c'est stérile. C'est stérile. Oui. Maintenant, tu peux avoir en face quelqu'un de très cartésien qui peut être assez intelligent pour ne pas te juger. Oui, il ne va pas te juger et il va entrer dans un dialogue constructif. Voilà. Donc là, tu peux être dans une discussion constructive. Mais si l'intention de la personne, comme Manuel a expliqué, c'est de te dire qu'en fait, on te dit que c'est fait pour toi parce que tu vas devoir en faire beaucoup et très très longtemps et que ça va te coûter très très cher parce que tu as beaucoup de travail à accomplir, ben, je suis dans le même karma que toi alors. Hein, parce que moi aussi, quand j'ai démarré le yoga, et j'en ai toujours maintenant beaucoup, il n'y a pas de niveau pour entrer dans le yoga, et il n'y a pas de moment où on a atteint le niveau pour en sortir. Donc le yoga, on entre et c'est toute sa vie. Il y a des gens qui vont dépenser de l'argent à des choses beaucoup plus, pour moi, futiles, mais qui pour eux ne seront pas futiles. Mais je ne vais pas les critiquer. Enfin, moi, mon mari, il adore la guitare, il a toute une collection de pédales, je ne sais même pas à quoi ça sert, dans sa chambre. Je dis, mais tu sais, tu n'as que 2 pieds et 2 mains, tu as 10 guitares et 15 pédales, ça sert, voilà, moi je ne vois pas l'intérêt. Mais je comprends parfaitement que lui, le son est légèrement différent avec cette pédale-là par rapport à cette pédale-là, et c'est son trip, quoi. Donc voilà, de temps en temps, je m'intéresse et je lui pose des questions. Mais si je lui parle yoga, philosophie, spiritualité, j'entends très vite qu'à la 3e phrase, il est déjà en train de penser à ses pédales, quoi. Oui. Et pour revenir à ce qu'elle disait, il y a un truc aussi sur Facebook qui moi me met très en colère, la pub qui passe pour le moment, c'est Marie n'a pas perdu 2 ans de sa vie à faire des cours de yoga et Marie n'a pas payé plus de 5 000 € sa formation de yoga. Marie est intelligente, elle a pris notre formation en ligne. 150 €. Et ça m'énerve, c'est comme elle vient de dire. Ah, je la vois pas cette pub-là, j'ai certainement bloqué tout de suite. Moi je l'ai vue. Mais ça, c'est purement du marketing. Mais oui, on peut pas intégrer en 3 mois, que ce soit physiquement ou intellectuellement, justement, non pas intellectuellement, inconsciemment, quelque chose
comme ça. Donc, comme Non. tu dis, c'est pas perdre du temps, Non. c'est investir Après, aussi sur le long terme. C'est intellectuellement aussi, hein, c'est développer. Plus fort, parle plus fort. Tu dis, tu t'es reprise en disant intellectuellement, mais je pense que c'est aussi intellectuellement, c'est vraiment prendre une autre dimension intellectuelle et intégrer quelque chose, enfin une autre forme d'intelligence en fait. Si on part du principe de se former en 3 mois en yoga et d'avoir tout compris, on ne peut pas développer un cerveau à l'éveil et à l'ouverture spirituelle en disant dans 3 mois tu seras formé, tu seras compétent. Quand on commence une formation de yoga, on n'est peut-être pas encore dans ce niveau de conscience-là, mais très vite on rencontre ça. On tombe face à toutes ces difficultés, face à ces démons. Et puis quand on apprend quelque chose, hop, on va dans un cours, on va dans une formation et on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et c'est sans fin. C'est comme le médecin qui termine sa médecine et qui est chirurgien, qui a tout compris et qui fait la même chose toute sa vie sans voir les évolutions possibles, etc., qu'il va avoir dans son métier. Au niveau yoga, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de temps, il n'y a pas... C'est aussi propre à la philosophie du yoga, enfin les philosophies Maintenant, orientales. très honnêtement, ton point de vue, est-ce que tu penses que des formations pareilles de 150 heures en 3 mois, ça vaut quelque chose? Non, je ne pense pas. Après, il y a parfois des gens qui vont venir dans une formation pour compléter tout un parcours. Non, moi je pense pas. Je pense pas parce que, oui, apprendre à faire des postures aux autres et des pranayamas, ça peut marcher, mais tu vas jamais aller plus loin. Tu vas jamais aller plus loin dans la compréhension, dans les relaxations par exemple, quand je vous parle de certains thèmes, et on est dans de la philosophie, donc j'essaye de donner au travers des relaxations, des méditations, des enseignements, pour qu'il y ait des portes qui s'ouvrent à l'intérieur. Alors je ne mets pas ce but en me disant il faut que je les éveille là-dessus, mais je vais vous parler de trucs et il y a des choses qui vont résonner pendant la relaxation. Mais ça, quelqu'un qui va se former, qui va apprendre posture pranayama en 3 mois, il ne peut pas intégrer ça. Enfin, alors, il est surdoué, hein, parce que moi, en 17 ans, 20 ans, je commence seulement à le faire maintenant. Donc, et pas pour tout. C'est au fur et à mesure que je découvre, que j'enseigne. Mais non, c'est pas possible. On apprend toute une vie. En plus, en yoga, ça fait partie des chartes. Hein. Si vous voulez être reconnu, par exemple... si vous avez votre diplôme à la BPI, en tant que professeur de yoga certifié 500 heures, vous vous engagez à passer le reste de votre vie, surtout si un jour vous formez, à être en formation continue. Donc ça fait partie du contrat, hein, de continuer à dépenser de l'argent, à passer des heures à faire du yoga, et pas chez moi. Donc je le dépense à gauche, à droite, mais parce qu'il y a toujours ce besoin d'aller apprendre. Et moi, j'estime que c'est normal, que c'est de plus en plus difficile en avançant de trouver des formations qui résonnent. Et forcément, en général, quand les gens ont beaucoup d'expérience, ils sont un peu plus chers. Donc oui, ma formation à Paris, ça m'a coûté cher, mais je voulais tellement la faire, parce qu'avec l'allocation de l'appartement, le trajet, plus le prix du stage, j'ai été à 1 000 € par week-end, quoi. Et c'est horrible, 3 jours de formation, 1 000 €. Mais je ne pouvais pas, ça faisait 2 ans que je demandais à l'univers de mettre cette formation sur mon chemin, donc quand elle est arrivée, je me suis dit tant pis, je sacrifie tout le reste. Je me pose même pas la question, voilà, et je n'ai pas demandé à personne, quoi, c'est une décision personnelle. Alors, qui a envie de réagir aussi sur Internet? Je dirais que notre rapport aux autres, une fois qu'on se met dans un cheminement, c'est toujours une question intéressante. Le mélange, un peu comme quelqu'un qui est plombier, il ne va pas parler de plomberie à tous ses voisins, à tous ses amis. Mais non. Je pense qu'à un moment donné, je peux voir aussi à un moment donné, depuis que je donne mon cours de yoga, c'est ce moment-là, ici et maintenant, où là je mets mon énergie et où là je donne. Et après, j'en parle peu ou pas. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais les gens qui font des méditations, ils n'expliquent pas leur méditation, c'est un peu leur secret d'une certaine manière. Parce que qui je suis pour commencer à dire, surtout que c'est des affaires d'ego à un moment donné qui se mettent en place, ou de condescendance, je médite, je me maîtrise, je me contrôle, et ça peut agacer beaucoup de gens dans l'entourage. Donc ce genre de comportement bien-être, en fait, il nous appartient à nous. Mais oui. Et notre jugement pour le reste du monde. En
fait. Parce qu'il y en a, ils vont trouver leur flux dans le travail, ils vont trouver leur flux dans la danse, ils vont trouver leur flux dans d'autres pratiques. Donc, alors si quelqu'un est curieux, là, c'est génial, on peut avoir une conversation. Ou si un moment nous pose la question, tu fais la pause de à ce moment-là, c'est parti. Le moins possible en fait, parce que... Oui, de toute façon, en plus, tu vois sur le visage de l'autre quand tu dépasses une limite. Hein. Quand quelqu'un s'intéresse à ce que tu expliques par rapport au yoga, à un moment donné, c'est comme parfois quand vous êtes fatigué, je sens que je vous perds. Donc, à un moment donné, tu le perds parce qu'il va s'intéresser à ce que tu fais, puis à un moment donné, ça ne va pas résonner, ça ne va plus résonner, et tu vas sentir là, le moment où tu arrêtes d'en parler, quand tu partages avec quelqu'un. Mais c'est vrai que tu peux avoir un débat constructif, tu peux parler, je ne sais pas moi, avec un ingénieur industriel de yoga, s'il est open, s'il est open à une conversation et un échange. Voilà, pardon, continue, vas-y. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, et c'est comme pour tout sujet, je pense, le yoga, c'est notre sujet principal à nous, hein, pour le moment, là, et donc c'est pas le sujet principal, c'est le monde de tout notre entourage. Oui. Donc il faut pouvoir réaliser de ça avec modération, parce que c'est parfois pas sur un coin d'une table qu'on arrive à quelque chose de profond, comme ça, avec quelqu'un, avec des personnes qui parfois ont parfois des préjugés par rapport à cette pratique, donc c'est lever les préjugés, ça se fait pas comme ça. Ouais. Et puis on peut pas lever les préjugés chez quelqu'un qui, entre guillemets, qui a jugé d'avance, qui a déjà son idée arrêtée et qui n'attend qu'une chose, c'est de réagir à ce que vous allez dire. Moi, je me souviens quand j'ai rencontré Dominique Riera, c'est un avocat parisien, on est parti en Inde, et puis lui, il ne connaît pas du tout le yoga, mais il accompagne son frère qui bourlingue en Inde tout le temps. Et donc, une fois par an, comme ils habitent loin l'un de l'autre, il vient en vacances avec lui. Donc, il débarque là, et lui, il est avocat, il travaille dans les grosses entreprises, il gère aussi burn-out, bien-être au travail, donc il est quand même assez ouvert. Oui, il est venu ici, Il est assez ouvert aux pratiques extérieures de bien-être, de sophrologie, etc., même si lui n'y connaît rien. Et puis, on a vraiment eu cette rencontre au petit déjeuner, quoi. On a commencé à papoter, et puis 2 heures après, mon mari était reparti dans sa chambre, il n'y avait plus personne, et on était toujours à table, parce qu'on était absorbés l'un l'autre, lui par sa vision d'avocat, qui travaille dans des grosses sociétés, des gros syndicats français, qui sont là, productivité, business, rentabilité, etc. Et puis lui, il avait défendu tous les suicidés du télécom, là, tous ceux qui se jetaient par les fenêtres. Il avait œuvré dans ce procès, d'ailleurs il s'était fait un peu connaître par ça. Et alors, il était passionné, il dit, mais quand tu parles du yoga, tu transpires le yoga, quand tu m'expliques le yoga, ça me parle, alors que j'ai déjà essayé de lire, j'ai jamais réussi. Et donc, je lui ai prêté mon livre des Sutras de Patanjali pendant les vacances et il l'a lu là-bas, quoi. Donc, tu vois, parfois, tu vas rencontrer des gens avec qui c'est pas un débat stérile, parce qu'ils connaissent pas le yoga, mais ils s'y intéressent, ou en tout cas, ils s'intéressent à l'humain, ils s'intéressent à la personne qui est en face. Quand votre enfant vous explique comment il a fait son collier de macaroni, sincèrement, c'est pas la passion de votre vie, c'est pas ce qui vous passionne le plus, mais vous allez vous intéresser à la manière dont il va vous expliquer comment il a enfilé ses macaronis avec son fil et madame qui est venue, etc. Et pourtant, c'est pas un truc qui vous intéresse, mais parce que vous êtes dans l'empathie, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de votre enfant, vous allez l'écouter attentivement, et en plus le pire c'est que vous allez porter cet affreux collier de macaroni parce que c'est votre enfant qui l'a fait, et donc il a beaucoup de valeur pour vous, même si clairement les colliers de macaroni ça fait pas partie de vos aspirations à apprendre quelque chose, quoi. Oui, c'est ça, et je trouve que quelles que soient finalement les personnes, plus on pratique, et plus on fait du bien. Et c'est vrai que quand on vient sur la notion d'union, hein, yoga, union, faire du lien avec soi-même, du lien avec les autres, je trouve que ça se concrétise vraiment dans la relation à soi et la relation aux autres. Ça, c'est quelque chose que j'observe. Tu parles de quelque chose de très yoga là. Hein. Tu parles de quoi, Jean-Charles? La question du lien, la question du lien. Oui. Mais tu parles avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le yoga, et là, on parle depuis tantôt de cette notion de yama.
Alors l'autre, il ne sait pas ce qui est, mais toi, en tant que yogi, il y a deux notions que j'ai envie de dégager de toutes ces discussions qu'on vient d'avoir. C'est yama, c'est que par éthique pour les autres, on ne va pas être dans la réactivité par rapport à ce que apprennent, ce que voudraient peut-être nous inculquer, qui ne nous intéresse peut-être pas, mais vers lequel on va se pencher, vers lequel on va s'ouvrir, accepter qu'eux ne peuvent pas être dans ce niveau de conscience, et le yoga, comprendre que c'est une démarche intérieure qu'on fait. Donc, vous avez des gens avec qui vous allez pouvoir en discuter, mais c'est yama, c'est très fort yama ce que tu dis là, de s'intéresser à l'autre, que l'autre s'intéresse à toi. Oui, c'est une fluidité qui peut s'acquérir comme ça. Et je pense que vraiment au travers, on parlait du souffle hein, et des postures. Clairement, ce sont des outils. Hein. Oui. Ce sont vraiment des outils pour aller vers ça, vers notre relation avec celle. Ouais. Et c'est d'être dans l'acceptation. Être dans l'acceptation que l'autre ne va pas forcément être dans ton trip, ça c'est sûr. Non, je voulais refaire le lien avec le mail, ce que tu as montré, oui. le texte, parce que je suis tombée aussi sur ce cette texte. semaine sur ce texte, et ça a fait écho en moi parce que quelques jours plus tôt, j'avais été perturbée au niveau professionnel par un justiciable qui était très agressif, dans l'incompréhension par rapport à plein de choses, et je me suis pris vraiment son agressivité, et enfin, pour moi c'est compliqué, c'était très compliqué à gérer. Et j'ai dû prendre vraiment un peu de recul, et puis je suis tombée sur ces textes-là, j'ai réfléchi aussi à ma pratique, à la philosophie et tout ça, et voilà, ça m'a permis de me détacher de ça, de dire que cette agressivité, c'était pas spécialement contre moi, mais contre un système, contre à la femme que je suis, parce que voilà, pour lui c'est compliqué la relation avec les femmes. Mais voilà, tout ce qu'on apprend ici, tout ce qu'on peut lire, ça nous aide aussi à avancer, à mieux peut-être appréhender certaines situations. Oui, il y a une notion importante que tu expliques par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, même si c'est difficile, parce que plus tu vas être attaché émotionnellement à la personne, j'ai vécu aussi à mon avis, il y avait un truc la semaine dernière, mais moi au niveau familial, très proche en plus, quand tu es particulièrement attaché, tu prends pour toi. Alors que ça ne t'appartient pas. La réaction de l'autre ne t'appartient pas. La réaction par rapport à celui qui a dit par exemple à Manuela que tu allais faire beaucoup d'heures parce que tu avais beaucoup de travail, ça allait coûter beaucoup de sous, beaucoup d'heures de formation et c'était pour faire du pognon. Mais c'est quelqu'un qui est purement probablement avec un problème par rapport à l'argent, par rapport au fait de perdre du temps lui dans sa propre vie. Donc ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est là qu'au niveau émotionnel et attachement, il m'a fallu quelques jours et je pense que je ne suis pas encore tout à fait sortie de ce trip, c'est qu'on fait retour à soi, forcément. On fait retour à soi et dit, bon voilà, j'ai posé tel acte parce que pour moi, j'ai senti que c'était juste. En face, il ne s'est pas du tout passé ce que j'escomptais. Donc, c'est très difficile de dire, ok, ça ne m'appartient pas. Et puis après, de canaliser, je ne vais pas dire de le faire taire, parce qu'on ne sait pas faire taire le mental, mais mon mental est encore très agité aussi avec ça, alors que fondamentalement, ma conscience me dit, c'est juste, ce que tu as posé, c'est juste, mais peut-être j'aurais dû me taire en fait, juste me taire, parce que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien parce qu'en face, il n'y avait pas cette capacité à comprendre. Donc quand tu te ramasses une déferlante comme ça, parce que c'est un mec qui est monté contre les femmes, et en fait il en veut à la terre entière, et c'est toi qui prends, c'est très difficile sur le moment d'être dans son Manipur chakra et de faire un retour à l'envoyeur, quoi. Parce que c'est un service, c'est avec beaucoup de bienveillance qu'on fait ça. Hein. Le retour à l'envoyeur, c'est ok. Peut-être qu'en restant avec, je ne réagis pas. En restant avec, peut-être que ça va le percuter. C'est comme le moine au bord du chemin, hein, qui ne réagit jamais à la colère de celui qui passe à vélo tous les matins. J'ai eu une altercation, une expérience un peu houleuse avec un transporteur qui me téléphone et il avait besoin de matériel pour décharger. Alors je me suis dévouée pour trouver le matériel et après il m'a traité de conne. Okay. Il m'a traité de conne et donc à partir de ce moment-là, je dis monsieur, déjà je ne vous vois pas, vous allez mettre vos pieds dans de l'eau froide, vous allez vous calmer, on va discuter comme des adultes. Et là, j'ai eu droit à une vague de haine viscérale où il m'a insulté et j'ai fini par dire, puisque c'est comme ça,
au revoir, bonne journée. Et je me suis arrangée autrement, il n'est pas venu, mais je sais pas, les gens. Ouais. Donc ça me fait penser à ça. Arriver à garder oui, ben, ce détachement, cette distance par rapport à la réactivité des autres, c'est très difficile. C'est pas toujours évident. Je vais faire un podcast. Ah, oui, mais non. Il est prêt en plus. Hein. Ben voilà, C'est les 3 J, c'est jalousie, justesse et justice. Et oui, voilà. alors, Je fais un peu un lien, mais voilà, je ne sais pas si je le publierai, mais en tout cas, mon mental me disait qu'il avait vraiment besoin, parce que c'est une manière d'exulter aussi, hein, de partager ça. Après, je fais des recherches sur le sujet, tu vois, je joins le nécessaire à l'utile, je ne veux pas dire l'utile à l'agréable, le nécessaire à l'utile. Pour le faire, on verra. Oui, tu veux encore dire quelque chose, Catherine? Oui, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, avec le justice, c'est dur de ne pas réagir parce qu'en fait c'est injuste. Oui. Et donc c'est difficile d'arriver alors que c'est injuste. Oui. Pour l'une comme pour l'autre. Oui. C'est ça. Et le yoga te dira, ben, c'est l'ultime détachement qui va t'amener vers la libération. Alors entre le dire, l'entendre et le faire, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Quand tu vois une injustice majeure et que tu sais que tu vas avoir aucune prise et que derrière il y a vraiment quelque chose, moi c'est au niveau familial que ça se joue, c'est même pas professionnel, donc je peux même pas lui dire c'est vrai que j'ai pas d'attachement à cette personne, mais voilà, j'aime bien de soutenir les gens et que ça se passe bien. Et je suis pas là contre eux, je suis là pour essayer de faire passer des messages aussi. Mais on entend ne pas être jugé, dévalorisé et se faire traiter de conne ou de con. Ou... Voilà, là, cette personne, donc, voilà, a beaucoup au système judiciaire, à plein de choses. Et donc, du coup, ben oui, moi, je suis l'interlocutrice. Donc, ben, la c'est personne toi qui se prend toutes ses foudres. Mais ce mot détachement, moi, ça résonne tout le temps en moi. Hein. J'ai envie de le mettre en grand dans ma maison. C'est le truc que je suis là-dedans. J'essaie de prendre vraiment distance par rapport à plein de choses. Quoi. Il n'y a que ça qui peut nous emmener, c'est vraiment de cultiver ce détachement, mais c'est pas facile parce que les notions de proximité, de temps, de durée, la durée pendant laquelle ça dure, tout ça a un impact sur nous. On a beau être fort, à un moment donné, on flanche, quoi. Donc on a des moments de faiblesse où parfois l'agressivité, l'agression vient un jour où tu étais moins disponible à ne pas le recevoir, quoi. Tu étais plus disponible à le recevoir, peut-être. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur Internet?